C'est quand elle vous regardait, en fait, c'était droit dans les yeux, c'était un regard soutenu et assumé. C'était pas un regard fuyant, c'était pas quelqu'un qui semblait mal assuré. Elle avait un aplomb dans le regard et une aisance dans le style qui forcément ont dû séduire pas mal de monde. Elodie avait toute sa maman. Un sourire éclatant, comme sa mère. Elle était abordable, elle était jolie, comme sa mère. Intelligente. Ouais. Professionnellement, Elodie a le vent en poupe. En juillet 2001, elle décroche un poste prestigieux pour son âge. Elle devient directrice d'agence bancaire. J'ai été le premier étonné lorsqu'elle m'a appris qu'elle était prise à la banque, qu'elle était nommée directrice d'agence. Bien évidemment, on était fiers, on était contemporains, hein, on était très très fiers. Elle était la plus jeune directrice de banque en France, à l'époque. À 23 ans, elle est en charge à Péronne de l'agence de la Banque de Picardie. Sa nomination est saluée par la presse locale. Elle a une certaine notoriété sur place. Bon, elle vient d'être nommée directrice d'agence bancaire. Dans un petit bourg comme Péronne, c'est pas rien. Je crois qu'effectivement, il y a eu des articles dans la presse pour annoncer son arrivée. Et plus que l'arrivée d'un directeur de banque tel quel, l'arrivée d'une très jeune, de la plus jeune, de la plus belle. C'est vrai qu'elle était connue sur place. Véronique Villain a formé Elodie pour ce poste de directrice. Elle garde un souvenir ému de cette jeune femme, pleine d'avenir. Elle a pris la direction d'agence à bras le corps. Enfin, pour moi, ça révèle un petit peu sa personnalité, parce qu'effectivement, j'ai gardé d'elle ce souvenir de quelqu'un qui n'a pas peur, qui, je dirais pas fonceur dans le sens tous azimuts, mais qui, une fois que quelque chose se présentait et qu'elle avait décidé d'y aller, elle y allait. C'est quelqu'un qui avait un contact très rapide, très simple, vraiment chaleureux. Elodie est sérieuse et très appréciée dans son travail. Mais cela ne l'empêche pas de continuer à profiter de la vie, comme quelqu'un de son âge. Ça restait encore une très jeune femme, libre, aimant s'amuser, aimant sortir. Elle n'a pas le comportement de la notable du directeur de banque en costume 3 pièces. C'est aussi ça qui fait sa particularité, sa séduction, et peut-être l'attrait ou l'intérêt qu'elle suscite dans une petite ville rurale comme Péronne. Quand on a connu quelqu'un qui était comme ça, tout gentil, disponible, agréable, très mignonne, travailleuse, parce qu'elle n'est pas arrivée là comme ça sur un coup de pouce, certainement pas. Bon, on a du mal à comprendre. Sur le plan sentimental, la jeune femme paraît moins sûre d'elle. Certes, elle a déjà vécu de belles histoires, mais elle se montre parfois hésitante. Elodie a encore le temps pour rencontrer l'homme de sa vie, se poser et fonder une famille. Au moment de son décès, les rapports se sont un peu distendus avec Gaël, son dernier petit ami. Il habite à Paris. Elodie, elle, est à Péronne, ce qui ne simplifie pas les choses. On était un peu pas en stand-by, mais on se cherchait un peu en fait. Ça fait toujours énormément de mal de devoir quitter quelqu'un sans pour autant lui avoir tout dit. On avait beau rester peut-être 6 mois sans se voir, quand on se voyait, c'était comme si c'était la veille. Elle s'est déroulée pour lui en baptême de mon fils, parce que pour elle, c'était une évidence qu'elle soit là, voilà. Elle savait qu'elle devait être marraine de mon deuxième. Voilà, elle avait des liens, c'était comme des choses quand on est enfant et on les aurait tenues. La disparition tragique d'Elodie a bouleversé à jamais la vie de ses proches, de ses amis. Pour les parents d'Elodie, c'est une douleur insondable de plus, dans une vie déjà marquée par le drame et l'injustice. J'ai perdu 2 enfants, j'ai perdu une fille qui avait 6 ans à l'époque, et un garçon qui avait 5 ans, Karine et Laurent. Et en 76, un lendemain de Noël, et j'ai dérapé sur une plaque de verglas. L'accident a fait que mes 2 enfants ont été tués sur le coup. J'ai moi-même été en soins intensifs, j'étais pendant 23 jours entre la vie et la mort. Et puis bon, la vie a fait que... On a perdu 4 enfants plus j'étais en 76, j'avais 26 ans. On a recréé.
On a réussi à recréer. Et on avait recréé dans une mort. Fille et garçon. Élodie est une très jolie jeune femme qui attirait les regards. Tous les témoins le disent, elle ne laissait personne indifférent. Oui, à 2 reprises, le jour de sa disparition, sa présence a été remarquée. D'abord dans le restaurant où elle a déjeuné, des ouvriers l'ont repérée bruyamment. Puis, le soir, lorsqu'elle s'est rendue dans un bar avec son ami Hervé, le patron de l'établissement a eu l'air de s'intéresser suffisamment à elle pour aller la servir lui-même. Élodie n'avait pas un mode de vie à risque, elle ne fréquentait pas le milieu de la drogue ou les endroits louches. C'est vrai, mais elle sortait souvent et avait une vie sociale très riche. Elle rencontrait donc beaucoup de monde. Surtout, c'était une jeune femme. Elle avait un physique remarquable. C'est peut-être ce que vous entendez. Comme dans toutes les enquêtes criminelles, l'entourage de la victime va être entendu dans cette affaire. Et parmi le cercle des proches d'Élodie, certaines personnes vont particulièrement attirer l'attention des gendarmes. Quand l'enquête démarre, on a vraiment le sentiment que les gendarmes ont de nombreuses cartes entre leurs mains, et même des atouts rares en matière criminelle. On a un crime dans un lieu bien déterminé, avec une bande magnétique qui donne une orientation, il faut donner une preuve, et on a la signature de l'auteur, outre d'autres éléments matériels sur des lieux sur la scène de crime. Donc on s'est dit, on va trouver. Moi j'ai pensé que ça allait aller très vite. J'ai pensé que ça allait très vite, et quand même, je vous dis, c'était cet ADN hein, qui était présent. Immédiatement, les gendarmes s'intéressent à l'entourage d'Élodie. Les premiers suspects sont des proches. Au départ, on ne peut pas, ça fait l'objet de pistes de travail. Parce que bon, on évoque effectivement le petit Perret au plus loin. Donc en réalité, vous avez des proches, vous avez des amis, vous avez également des ex-petits amis. Il faut entendre le dernier petit ami connu de la jeune femme. Il s'agit officiellement de Gaël Boussière. Même si à cette époque, les rapports avec Élodie sont un peu froids. Il est donc convoqué à la gendarmerie de Péronne. Je me souviens qu'un gendarme m'a vu à l'extérieur, il m'a dit c'est vous le petit ami? Je lui ai dit oui, il me fait ah bah faut qu'on vous voit parce qu'on doit vous interroger. Et là on se retrouve en face, dans une pièce éclairée au néon, en face de 2 personnes qu'on ne connaît pas, qui nous posent des questions. Et ce qui m'a surpris, c'est que j'ai été capable de vraiment raconter mes 1 an de vie avec Élodie au jour près quasiment. L'emploi du temps de Gaël est vérifié, son ADN prélevé. Le résultat est négatif, il n'a rien à voir avec le meurtre. Les gendarmes s'intéressent alors aux ex-petits amis d'Élodie. Elle a eu quelques liaisons dont une qui devait se terminer. Cette liaison retient tout particulièrement l'attention des gendarmes. Il s'agit du dernier ex d'Élodie, qui est coiffeur à Péronne. La jeune femme avait confié à ses amis que leur rupture ne s'était pas bien passée du tout. Élodie m'a parlé de la rupture avec ce petit ami, effectivement, parce qu'a priori, il a eu beaucoup de mal à tourner la page. Bon, il devait tenir à elle d'une certaine manière. Et donc, elle a souhaité passer à autre chose. Une rupture qui tourne mal, la jalousie, la colère. Le coiffeur pourrait avoir un sérieux mobile. Il est donc placé en garde à vue et longuement questionné. Mais là encore, l'ADN va le disculper. Un à un, les ADN de tous les hommes de l'entourage de la victime sont prélevés, sans résultat. Les enquêteurs doivent élargir le cercle des suspects. On a surtout cherché d'éventuels amoureux transis ou d'amoureux conduits ou de dragueurs rejetés. Et les enquêteurs vont avoir une bonne surprise. Ils découvrent que le jour du meurtre, à 17h45, heure à laquelle Élodie quitte la banque, un homme l'attend à la sortie de son travail. Un homme d'une trentaine d'années qui veut lui parler. Cela fait plusieurs jours qu'il rôde autour de la banque. Cet individu, que nous appellerons Patrice, Élodie le connaît. Ils se sont rencontrés lors du réveillon du 31 décembre. Pendant cette soirée, Patrice est tombé sous le charme, mais n'a pas eu le courage de donner son numéro à la jolie banquière. Il lui écrit alors à la banque une lettre un peu naïve et maladroite. Lorsque Patrice l'accoste, le jour du meurtre, Élodie lui explique qu'elle n'a pas le temps de lui parler, qu'il aurait dû l'appeler. Elle ne lui conduit pas méchamment, mais elle est faible. Patrice n'est pas son genre. Cet amoureux dépité a-t-il pu commettre l'irréparable? Patrice est convoqué. Emploi du temps, alibi, ADN. Les enquêteurs vérifient tout. Résultat négatif. Patrice n'a pas violé et tué Élodie. Encore une porte qui se ferme.
Les gendarmes cherchent si Elodie n'aurait pas brisé d'autres cœurs ou refusé les avances d'autres hommes dans les mois précédant sa mort. Vous avez aussi, lorsque vous profitez de la vie, vous fréquentez des restaurants, vous fréquentez des boîtes de nuit, vous pouvez attirer l'attention et puis, être sujet à être suivi. Parce qu'on dit, tiens, c'est une belle femme et tout, elle se trouve seule, elle s'amuse et tout, on essaye d'approcher. Les gendarmes s'intéressent de près à ceux qui ont croisé la victime le jour de sa mort. Tout naturellement, ils convoquent Hervé Croisil, la dernière personne à avoir vu Elodie vivante. Donc on m'a fait un prélèvement d'ADN quelques semaines plus tard. Donc tout simplement j'ai été convoqué à la gendarmerie de Saint-Quentin. L'ADN, une fois de plus, ne correspond pas. Hervé n'a rien à voir avec le crime. Les investigations se poursuivent en se concentrant sur les hommes croisés par la victime le jour de sa mort. Et là, coup de théâtre. Il y avait dans les premières heures de l'enquête un suspect que l'on a retrouvé rôder autour du restaurant, qui a dû faire la même route qu'Elodie, qui a un passé judiciaire. Dans une enquête type, ça aurait fait un profil de suspect tout à fait acceptable, ce qu'il a été. Un délinquant sexuel, déjà condamné, qui rôde autour du restaurant chinois où Elodie a dîné. Un homme qui aurait pu la repérer, attendre qu'elle sorte de chez son ami Hervé. Le suspect est très intéressant. On espère tenir le coupable. La déception est grande lorsque la comparaison ADN s'avère négative. À nouveau, il faut investir d'autres champs d'enquête. Vous avez aussi les clients, la banque, les clients qui sont attirés par leur directrice de banque, mais les clients aussi qui sont peut-être déçus par le fait qu'elle a sollicité des prêts et qu'elle les a envoyés sous accord de rien. Rien du côté de la clientèle d'Elodie à la banque. À ce stade, les gendarmes ont déjà vu beaucoup de monde. De l'ex-petite amie au VRP de passage, dont on sait qu'il a croisé et remarqué Elodie dans un restaurant, en passant par l'amoureux timide, des dizaines d'hommes ont été entendus, leurs ADN comparés, en vain. On a vraiment, dans les débuts, cadré, recherché et testé toute la population masculine qui avait pu s'approcher d'elle pour une raison ou pour une autre. L'ADN non identifié du violeur d'Elodie est évidemment entré au FLAG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Sans résultat, le sperme prélevé sur Elodie n'appartient à aucun délinquant déjà condamné. Alors que les investigations des gendarmes se poursuivent dans le premier cercle, celui des proches de la jeune banquière de Péronne, un formidable coup de théâtre va brutalement changer le cours de l'enquête. Dans le courant de l'été 2002, soit 7 mois après le meurtre d'Elodie Kulik, 2 jeunes femmes sont agressées, violées et tuées dans la Somme. Le tueur d'Elodie aurait-il récidivé? Dans la région, c'est la panique. Et les enquêteurs se demandent s'ils ne sont pas confrontés à un tueur en série. L'année 2002 est une année noire dans la Somme. Après le meurtre d'Elodie, 2 autres jeunes femmes sont tuées coup sur coup dans un rayon de 30 km. Le 9 juillet 2002, à Ville-sur-Ancre, un agriculteur trouve un corps à moitié dénudé, dissimulé derrière une meule de foin. C'est le corps de Patricia Leclerc, 19 ans, portée disparue depuis 3 jours et dont on avait perdu la trace alors qu'elle rentrait de son travail à vélo. La jeune fille, pupille de la DAS, a été rouée de coups, violée, puis écrasée par un véhicule. Cette nouvelle bouleverse les Kulik. Les tueurs ont-ils frappé à nouveau? Combien de jeunes femmes doivent encore mourir pour qu'on arrête les coupables? La mère d'Elodie n'en peut plus. Elle avale de la mort au rat. La douleur, trop intense, l'a fait basculer dans le désespoir. Elle apporte à ses jours. Et bon, malheureusement, j'ai pas pu, je me suis pas rendu compte qu'elle avait absorbé ces choses-là. Rosemary Kulik est aujourd'hui décédée, après être restée plongée dans un coma neurovégétatif pendant 9 ans. Le troisième meurtre de la femme est commis dans la nuit du 20 au 21 août 2002. Christelle Dubuisson, 18 ans, est tuée à l'arme blanche. Son corps est retrouvé en bordure de champ, sous les roues d'une fourgonnette. 3 victimes, 3 jeunes femmes, tuées la nuit en bordure de route dans un rayon de 30 km. Les coïncidences sont troublantes. La tueur en série, c'est à partir de 3. Donc quand Christelle Dubuisson, qui est la 3e jeune fille,
qui va être tué le 21 août 2002 à Villars-Bretonneux dans la Somme. Là, effectivement, il y a peut-être un tueur en série qui est en train d'agir dans le département. Au niveau de la presse locale et de la presse même nationale, puisque ça avait fait même à la une TF1, Antenne 2, FR3, comme quoi un serial killer était né dans la Somme, c'est devenu une hantise pour les gens où les femmes seules ne circulaient plus. C'est la psychose dans la région, c'est le tueur en série de Péronne, de la Somme. Une série de 3 meurtres. Les proches d'Élodie sont persuadés qu'on a affaire à un seul et même tueur. Au même moment, dans la même région, ah oui, je me suis dit, bon, c'est un tueur en série ou c'est des tueurs en série, on va les retrouver. 3 fois comme ça passera pas inaperçu. Bah oui, je me suis dit ça tout de suite. La gendarmerie traque les délinquants sexuels récemment libérés. Novembre 2002, un suspect est arrêté dans le petit village de Méhault. Il s'agit de Jean-Paul Lecomte, 42 ans, un homme déjà condamné à 17 ans de prison pour des viols et libéré depuis quelques mois. Le père d'Élodie veut alors croire que c'est une piste solide. Vous savez, le jour où on annonce à la radio que Lecomte est arrêté, Sa femme, elle a fait 9 ans de coma, oui. on sait qu'il habite Méhault, j'étais sur les lieux immédiatement. Je suis allé immédiatement voir un peu à quoi pouvait ressembler l'environnement de cet individu. Je suis allé voir et j'avais espoir que ce soit lui. Honnêtement, j'avais espoir que ce soit lui. Ce serait alors une seule personne qui aurait tué Élodie. Un chasseur solitaire. Placé en garde à vue, mis en examen, Lecomte est suspecté des 3 meurtres. On recherche les liens, les similitudes entre les crimes. L'espoir que Lecomte soit le meurtrier d'Élodie est partagé par tous. Mais assez vite, des incohérences apparaissent. Rapidement, on va écarter. Parce que le mode opératoire n'est pas le même, parce que on a acquis la certitude, les enquêteurs ont acquis la certitude que dans le cas d'Élodie Kulik, il y a plusieurs agresseurs, alors que dans le cas des 2 autres jeunes filles, il y a un agresseur seul. L'enquête éloigne les gendarmes de la piste Lecomte, même si les médias se sont vite emballés sur l'hypothèse séduisante du tueur en série. Pour le meurtre d'Élodie, Lecomte a un alibi en béton. Lecomte est sorti de la maison d'arrêt. D'entrée, on a donné l'information à la cellule. La cellule a vérifié que en janvier, l'intéressé était bien détenu et ne bénéficiait pas de sortie. Donc nous, enquêteurs, on était sûrs à 100% que Lecomte n'avait rien à voir avec l'enquête du dossier. C'était sûr, ça ne pouvait pas être lui. Il est en prison. Jean-Paul Lecomte n'est pas l'assassin d'Élodie. Il sera en revanche condamné pour les 2 autres meurtres. On a en effet retrouvé son ADN sur la petite culotte de Patricia Leclerc, la première victime. Pour la seconde, Christelle Dubuisson. Ce sont des analyses de fibres textiles et d'échantillons de terre qui ont confondu le meurtrier. Pour les gendarmes de la cellule Élodie Kulik à Amiens, il faut reprendre les investigations. À ce moment de l'enquête, cela fait pratiquement 1 an qu'Élodie a été violée et assassinée. Jean-Paul Lecomte était en prison dans la nuit du 10 au 11 janvier 2002. Il ne peut pas être le tueur d'Élodie. La piste se referme définitivement. Lecomte a longtemps nié les 2 autres crimes, puis a fini par admettre sa culpabilité aux assises. Pour le meurtre de Christelle Dubuisson, il est condamné en première instance et en appel à la perpétuité. Pour celui de Patricia Leclerc, le verdict est aussi sévère, perpétuité. Avec Jean-Paul Lecomte, les enquêteurs de la section de recherche d'Amiens ont vraiment cru toucher la vérité du doigt. Son innocence indiscutable les a obligés à se remettre au travail d'arrache-pied et à élargir le cercle des suspects potentiels. La piste du tueur. L'enquête auprès des proches d'Élodie n'a rien donné. Les gendarmes doivent relancer les investigations. La cellule Kulik compte alors une quinzaine d'hommes qui s'attaquent à une tâche titanesque. Retrouver toutes les personnes qui étaient sur la zone du meurtre au moment des faits. Ces gens qui étaient susceptibles d'être présents dans le secteur géographique au moment des faits ont été vérifiés, entendus. Les enquêteurs vont ensuite vérifier minute par minute tous les appels passés avec des téléphones portables la nuit du crime, sur la zone de l'accident et sur celle du meurtre. On décide de relever l'ensemble des appels qui ont été émis, aussi bien sur le lieu d'accident que sur le lieu de découverte. Et ça, c'est près de 14 000 appels la nuit des faits. Après, il faut les exploiter. Et ce travail de fourmi va se poursuivre. Pendant des semaines, les gendarmes montent des barrages de nuit pour interroger les habitués des axes routiers autour de l'usine Bonduel, entre Saint-Quentin et Péronne. Ils sont à l'affût du moindre signalement, du moindre témoignage.
On a monté des services dans le créneau horaire pendant plusieurs mois, de telle façon à être sûr que bon, on ne peut pas passer à côté de quelque chose. Et à partir du moment où la personne me dit, moi ce soir-là, effectivement, je me souviens quand je suis passé, j'ai croisé un tel camion qui est rentré après chez Google ou dans une ambulance qui est passée, telle société d'ambulance, on fait des vérifications derrière. Grâce à ces barrages routiers, les enquêteurs recueillent des témoignages surprenants des gardes fortunés au volant alors qu'ils circulaient sur la D44. On a eu le témoignage d'un nombre invraisemblable de jeunes femmes qui ont été poursuivies ou pourchassées pendant la nuit alors qu'elles étaient seules en voiture. C'est une activité, si j'ose dire, qui semble assez fréquente dans la région. Les gendarmes ont pris cette piste très déclarée. Les plaques d'immatriculation relevées par les conductrices ont permis d'identifier certains de ces chauffards qui ont été entendus. Leurs emplois du temps ont été scrupuleusement vérifiés. En vain. Aucun de ces suspects ne pouvait être le meurtrier d'éléphants. La mort de la jeune banquière de Péronne a provoqué les témoignages de très nombreux corbeaux. Par dizaines, des dénonciations, des lettres anonymes atterrissent sur les bureaux des gendarmes. Toutes les pistes qui sont avancées doivent être exploitées à fond. On ne peut pas se permettre de dire, celle-là on la met de côté parce que bon, ça semble pas cohérent. Et malheureusement, c'est avec la nôtre. L'émotion qu'a suscité cette affaire d'Élodie en particulier a fait qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont senties concernées et qui ont donné des renseignements. Bon, on a eu pas mal de malades mentaux, de pervers et de gens qui voulaient faire parler d'eux. Mais on a eu aussi beaucoup de témoignages dénonçant des délinquants sérieux, des comportements suspects et débouchant sur des pistes qu'on a crues sérieuses et pouvant aboutir. Chaque lettre est méticuleusement étudiée. Aucune n'est prise à la légère. Les gens de bonne foi y dénoncent le comportement suspect d'un proche ou d'une connaissance depuis le jour du crime. Par exemple, une dénonciation a mis la cellule sur la piste d'une fratrie de paysans picards. La piste est sérieuse. Les suspects collent au profil recherché. Les trois frères vivent en vase clos sur leur exploitation. Ils ne sont pas très sociables et connaissent la zone du meurtre comme la paume de leur main. Mais les tests ADN sont sans appel. Ils ne sont pas responsables du meurtre d'Élodie. Pendant toutes ces années d'enquête, des dizaines de suspects sérieux ont été envisagés. Mais à chaque fois, l'ADN les a disculpés. C'est quand même plus de 500 pistes déjà exploitées. Une piste, ça peut être... Ça fait 7 ans qu'ils cherchent. Puisqu'on est à Mais tu peux position de prélèvement. Prélèvement pur ADN sur lui, c'est 7 ans. en prélèvement ADN. Les gens qui ont été prélevés que pour ce dossier. Plus de 5000 tests ADN effectués dans le cadre d'une seule affaire. C'est un record en France. 5000. Il n'y a pas eu un jour où il y a que des actes faits dans l'affaire de chaque jour, il y a des informations qui remontent à celui qui est chargé d'enquêter, on vérifie tout. Il n'y a aucune piste qui est laissée au hasard. Aucune. Alors, ils le font discrètement, bien évidemment, mais ils le font. Au fil des années, les enquêteurs ont réuni des éléments cruciaux qui trahissent la signature des meurtriers. Au travers de leurs crimes, de leur mode opératoire, de leur profil, que nous allons essayer d'établir. Premièrement, ce sont des hommes capables d'assumer un degré de violence exceptionnel. Le calvaire d'Élodie a duré longtemps. Tout commence par l'accident. Puis vient le transport d'Élodie vers la décharge, son agression, les viols, et enfin sa mise à mort. Rien n'a arrêté les tueurs dans ce long cauchemar. Aucun sursaut de conscience. Pour s'en prendre une jeune femme seule, comme c'était le cas, la massacrer comme ils l'ont fait, la violer comme ils l'ont fait, faire tout ce qu'ils ont pu faire subir à cette jeune femme, il faut être sacrément quoi. Hein. L'agression d'Élodie s'est inscrite dans la durée. Les bourreaux de la jeune femme ont donc assumé longuement ses cris, sa douleur, jusqu'à son agonie. Quels individus sont capables de commettre un crime aussi barbare? Pour parvenir à établir un profil psychologique, il faut se mettre dans la tête des tueurs. La criminologue Sylvia Brégé va nous y aider. La première approche qu'il y a entre Élodie et ses agresseurs, c'est une approche dite de surprise. On lui fait peur à cette jeune femme. On décide de lui faire peur, peut-être parce qu'il y a autre chose en tête. Peut-être qu'au départ, c'est juste faire peur. Ce qui est sûr, c'est qu'Élodie, elle est traquée à ce moment-là. De toute façon, que ce soit en descendant chez son ami ou sur la route, elle va être traquée. Les meurtriers sont plusieurs,
Mais quelle est la dynamique qui anime ce groupe? Dans ce groupe, les personnes sont très différentes psychologiquement. Il y en a une, peut-être, pas forcément le leader, qui dit bon, faut pas faire quoi que ce soit ici parce que c'est dangereux, on peut se faire repérer. On l'emmène, on va faire ce qu'on a à faire, mais ailleurs. Ici, c'est risqué. Généralement, c'est plutôt une personnalité organisée qui fait ça. Il y en a un qui est plus calme, plus en retrait, plus réfléchi, et les autres plus psychologiquement beaucoup plus instables, peut-être plus alcoolisés. Il y aurait donc un homme organisé, plus mûr, qui serait le meneur. Un élément qui est conforté par l'analyse des voix de l'appel au secours. Quand on est en groupe, c'est instinctif, c'est animal. On fait monter la violence très rapidement. Vas-y, fais-le. On a besoin de prouver des choses. Dans un groupe, les gens ont besoin de prouver aux autres, et surtout leurs leaders, qu'ils sont capables de... Les assassins n'avaient peut-être pas l'intention d'aller si loin. L'horreur les aurait dépassés. Georges Charrière, qui suit les affaires criminelles dans la Somme depuis 30 ans, porte lui un jugement plus lapidaire sur les meurtriers. Ce sont des bourrins. Ce sont des bourrins. Le corps de Gauthier n'est pas vraiment brûlé, quoi. Il n'a pas été détruit par les flammes. Il y avait moyen d'embarquer le corps, de mettre quelque part. Il y avait des espèces de bassins dans le coin, etc. Il aurait pu le mettre là, on peut le voir. Des bourrins peut-être sous l'emprise de l'alcool, de la drogue. Mais quel est donc le lien qui unit ces assassins? Sont-ils amis, frères, collègues de travail ou amateurs d'un même club sportif? En octobre 2011, notre émission se terminait par ces analyses sur le profil probable des meurtriers d'Élodie Pulis. Nous avions clairement démontré que les agresseurs étaient au moins deux, qu'ils habitaient dans la région et que leur nuit barbare les liait à jamais. Nous avions également ressenti que la détermination des enquêteurs ne fait guère jamais. 3 mois seulement après la diffusion de notre émission, le 16 janvier 2012, le juge d'instruction convoquait le père d'Élodie Pulis pour lui annoncer une nouvelle incroyable. Quand on est arrivé devant Jordan Buchan, le juge d'instruction de l'époque, il m'a dit au public que j'ai pour vous 2 nouvelles concernant l'affaire, une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à identifier l'ADN du violeur de votre fille. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le violeur, qui est Grégory Viard, s'est tué dans un accident de circulation en 2003. Les journaux publient immédiatement la photo du violeur identifié. C'est un rebondissement exceptionnel dans une des enquêtes criminelles les plus emblématiques de ces dernières années. Pour la première fois en France, un coupable est identifié par une recherche d'ADN par an. C'est un capitaine de la section de recherche d'Amiens, le capitaine Famon, qui a eu l'idée de cette étude génétique. Il va se souvenir, parce qu'il a séjourné en Angleterre, il a séjourné aux États-Unis à Quantico, au FBI. Il va se souvenir que dans ces pays-là, on utilise une technique d'apparentement. C'est-à-dire que quand on ne trouve pas un ADN dans le fichier, on essaie de trouver des ADN qui se rapprochent le plus possible. L'ADN, il va falloir faire un code barre. Et donc, on va chercher dans le fichier des gens qui ont déjà été prélevés l'ADN, c'est un type de barre commune avec celui qui est trouvé par la pénibilité. Ce travail de rapprochement est long et rébarbatif. Jusqu'au jour où les experts font une découverte capitale. À un moment donné, ils vont tomber sur quelqu'un qui est incarcéré suite à une condamnation dans une affaire d'agression sexuelle. Et ce quelqu'un habite dans un petit village de l'Aisne qui se trouve pas loin de l'endroit où Élodie a été agressée, violée et tuée. Les généticiens pensent alors avoir trouvé le père du violeur. Ils apprennent que le fils de cet individu, un certain Grégory Viard, est décédé depuis novembre 2003. Une exhumation du cadavre permettra de relever son ADN. Et les analyses confirmeront sans aucun doute possible sa culpabilité. Son ADN est semblable à celui retrouvé dans le préservatif et dans le corps d'Élodie. C'est une chance incroyable parce que si le père de Grégory Viard avait été un honnête homme, non fiché, on n'avait plus rien. On n'avait plus rien. Jackie Kulik est maintenant confiant, car il sait que l'enquête va pouvoir repartir. Et il milite depuis pour une généralisation des prélèvements ADN. Ça devrait être systématisé pour tous les types d'infractions. Actuellement, les infractions financières, les infractions routières échappent au contrôle ADN.
Grégory Viard avait un casier judiciaire vierge. Mis à part quelques délits routiers, la justice n'avait jamais entendu parler de lui. Mais dans son village, la réputation de cet artisan plombier n'était pas celle d'un enfant de cœur. Alors Grégory Viard, c'était un jeune homme qui était artisan, hein, qui avait repris l'affaire de son père et son couple, et le dernier était en prison. C'est quelqu'un qui, dans le petit village dont il est originaire, où il vit, il fréquente deux bars. Il est souvent au fond, accoudé au vin, et puis il commence à consommer de l'alcool, parce qu'il arrive assez souvent, et puis jusqu'à souvent être libre. Hein. Et parfois, il peut lui arriver de devenir assez violent une fois qu'il est libre. Sa compagne de l'époque en sait quelque chose. Le profil du violeur n'étonne pas la criminologue Sylvia Brégé. Chez Grégory, il peut effectivement y avoir une violence quotidienne. Il va s'attaquer à sa concubine avec des actes violents. Et il va y avoir une escalade. Et pas si étonnant que ça, qui se retrouve un soir à faire quelque chose qui va être complètement désastreux. Mais Grégory Viard est décédé près d'1 an et demi après le meurtre, dans un accident de la circulation. Il ne pourra donc jamais répondre aux questions des gendarmes. C'est en allant sur sa tombe que le journaliste Georges Charrière a espéré trouver quelques réponses sur sa personnalité. Je suis allé au cimetière à Saint-Quentin, il y a des personnes. Et ce qui m'a tout de suite étonné, c'est le nombre impressionnant de plaques qu'il y avait sur la tombe. La tombe était recouverte de plaques. Et il y en avait plusieurs qui faisaient référence aux pratiques de sport mécanique. Le jeune plombier était sportif et très aimé de ses proches. Une véritable injure pour Jackie Kulik. Le lendemain, j'ai contacté une journaliste en lui demandant d'intervenir quand même auprès de la famille Viard, de manière à avoir au moins la pudeur de retirer de cette tombe des plaques sur lesquelles il était écrit toi qui étais la gentillesse même, toi qui étais l'amour. Je trouvais que c'était vraiment des plaques mal placées. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été suivi des faits. Bah, c'est vrai, c'est un peu le... Jean-Marc, tout le monde attendait que l'ADN nucléaire retrouvé sur la scène de crime finisse par parler, c'est-à-dire que tout le monde espérait qu'un jour le violeur d'Élodie finisse par commettre une nouvelle infraction et soit arrêté, et qu'ensuite son ADN transmis au fichier des empreintes génétiques trahisse sa participation au crime d'Élodie. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Non, effectivement, ça ne s'est pas passé comme ça, mais l'ADN a fini par parler. C'est un enquêteur qui était auparavant affecté à l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, qui a eu l'idée d'appliquer une théorie qu'il avait découverte de là-bas à une enquête concrète, à cette enquête-là, et ça a fonctionné. Il a eu un regard neuf. Il a eu un regard neuf sur cette affaire, c'est la preuve que les mutations, que les changements de service sont bénéfiques. On apporte quelque chose qu'on a appris dans notre service en cours. Ça évite les scléroses, ça permet de sortir des centres classiques d'enquête. Il y a une expression américaine pour ça, thinking outside the box, c'est-à-dire penser en dehors de la boîte. Oui, c'est exactement ça. Je vous l'ai toujours dit, Arnaud, un bon enquêteur, il a la culture du doute. Mais il faut aussi savoir sortir d'une impasse, il faut aussi savoir contourner un obstacle, ne pas rester planté figé devant un mur. Les solutions innovantes qui sont trouvées dans une enquête, ce qui est formidable, c'est qu'elles sont transposables à d'autres enquêtes. Nous savons d'ailleurs que ces recherches d'ADN parents sont utilisées dans d'autres dossiers, notamment dans l'affaire pour le meurtre de la petite Cécile Bloch à Paris, une affaire que nous avions traitée dans Non Délucidé. Oui, c'est une avancée extrêmement intéressante. Et ça prouve que le temps qui passe n'est pas que nuisible, n'est pas que néfaste à l'enquête. Tant qu'une enquête est vivante, tant qu'il n'y a pas eu de non-lieu, tant que la prescription n'est pas atteinte, il y a toujours de l'espoir. On peut toujours trouver une solution, même très longtemps après. Je vais vous donner un exemple parmi. Donc, le fichier national des empreintes digitales et celui des empreintes génétiques ont été créés. Il y avait peu de traces et peu de noms dedans. Et plus le temps passe, plus il y a de traces, plus il y a de noms. Donc on a de plus en plus de chances de faire coïncider un nom avec une trace, c'est-à-dire de résoudre une affaire, d'identifier un coupable. L'identification de Grégory Viard est très vite suivie de l'annonce de son décès, ce qui signifie l'arrêt des poursuites à son encontre, car bien sûr, on ne peut pas juger à mort, mais on sait, grâce à l'appel de détresse d'Élodie, qu'il n'était pas seul au moment des faits. Oui, mais Arnaud, l'abandon des poursuites ne signifie pas la fin de l'enquête en ce qui concerne Grégory Viard. Depuis janvier 2012, les gendarmes redémarrent une nouvelle enquête de type tout à fait classique, qui cherche à savoir quels étaient ses centres d'intérêt, quelles étaient ses relations.
Depuis des mois, en effet, les gendarmes de la section de recherche d'Amiens multiplient les investigations, les écoutes téléphoniques et les vérifications d'emploi du temps. À la fin de l'année 2012, ce travail va aboutir à la mise en garde à vue de l'ex-compagne de Grégory Viard. Les interrogatoires de la jeune femme, aujourd'hui âgée de 31 ans, débutent dans la matinée du mercredi 12 décembre 2012. Ils vont interroger, non mais... Interroger. En janvier 2010, c'est quoi, madame? Et elle me répond, moi j'étais enceinte de 7 mois, je supportais plus la violence de Grégory Viard, j'étais parti chez mes parents. Mais les gendarmes savent que de nouvelles analyses ont permis d'isoler sur la scène de crime l'ADN de l'ex-compagne de Grégory Viard. On va retrouver son ADN, mais pas n'importe où. On va le retrouver dans le préservatif qui a été utilisé pour violer Élodie. Dans le préservatif, il y a l'ADN de Viard à l'extérieur de la cellule d'Élodie, bien évidemment, mais à l'intérieur, il y a aussi l'ADN de cette jeune femme. La présence de son ADN à l'intérieur du préservatif prouve qu'elle a eu une relation sexuelle ou un contact très proche avec Grégory Viard très peu de temps avant qu'il ne viole Élodie. Elle a donc menti en disant qu'il ne se voyait plus au moment des faits. Et forcément, ce mensonge fait naître de nombreuses interrogations. Est-ce qu'elle était là? Est-ce qu'elle était sur la scène de crime? Est-ce qu'elle a participé au fait? Selon les experts, l'ADN serait un ADN transporté par l'auteur du viol. Rien ne prouve donc que la jeune femme accompagnait les meurtriers. À l'issue de sa garde, l'ex-compagne de Grégory Viard quitte la gendarmerie sans qu'aucune charge ne le contraire. C'est vrai que j'ai été très très déçu quand on va le relâcher au bout de 36 ans de garde à vue. Je vous rappelle que la garde à vue, c'est 48 heures. C'est pas dit que Thomas... Il y avait l'ADN de sa femme dessus, l'ADN de... Que les enquêteurs ne se soient pas réservés 12 heures de garde à vue. Les gendarmes suivent leurs investigations. Ils vont chercher qui était Viard, qu'est-ce qu'il faisait, quelles étaient ses voisines et quels étaient ses amis. Les enquêteurs localisent les individus qui partageaient les tirés nocturnes de jeune femme. Ils étudient leur parcours et effectuent de nombreuses vérifications. Patiemment, les gendarmes organisent pour le mercredi 16 janvier 2013 un coup de filet spectaculaire. Il y a un dispositif très imposant dans l'arme qui se déploie et simultanément, à 6h du matin, qui est l'heure légale du début des interpellations, ils se présentent au domicile de plusieurs personnes et on a 7 qui sont aussitôt placés en garde à vue. Les interrogatoires débutent alors dans les locaux de la SR d'Amiens. Oui, là, pendant toute la garde à vue, avec l'espoir que cette fois-ci ça va déboucher sur quelque chose. Les gendarmes ont gardé un atout dans leur manche, un atout qu'ils vont mettre sur la table à un moment donné et qui va faire basculer les auditions. L'appel au secours d'Élodie est diffusé à chaque gardé à vue. Sur les 7, 5 vont dire la même chose, à savoir, dans les voix qu'on entend derrière les cris d'Élodie Kulik, il y a une voix, et nous, on la reconnaît cette voix, on dit 5 personnes. Et cette voix, pour nous, c'est la voix de Willy Bardon. Willy Bardon, c'est lui. Il fait partie des gardés à vue. Connu pour sa grande amitié avec Grégory Viard, il partageait avec lui les soirées alcoolisées et la passion pour la conduite des véhicules tout-terrain. Le meilleur copain de Grégory Viard, c'est Willy Bardon. Dans les villages environnants, la population, lorsqu'elle témoigne, elle nous dit s'il était avec quelqu'un, il était avec Willy Bardon. Les gendarmes lui font écouter l'appel au secours d'Élodie. Dans un premier temps, il reconnaît, il dit je reconnais, c'est ma voix, mais je n'étais pas là. Ensuite, il revient sur ses erreurs en disant ouais, c'est une voix qui ressemble à la mienne, mais c'est pas moi. Je n'y étais pas. Et finalement, il se rétracte en disant je n'étais pas là, ce n'est pas ma voix. Malgré ces dénégations, Willy Bardon est mis en examen à l'issue de sa garde à vue pour meurtre, viol et séquestration. Il est présumé innocent. Mais qui est cet homme aujourd'hui âgé de 39 ans? Willy Bardon est un monsieur qui est assez costaud quand même, hein, qui est réputé comme quelqu'un d'assez vif, c'est-à-dire que la carte peut partir rapidement, si ça ne va pas comme il veut que ça aille. Donc voilà, quelqu'un qui aime bien les milieux de copains. C'est-à-dire que quand il sort avec ses rentrées copains, les femmes sont d'un côté, les hommes de l'autre, et on ne se mélange pas. L'homme a un casier judiciaire vierge. Il a tenu un temps un café.
Il vit en couple, mais sa femme, comme l'ex-compagne de Grégory Viard, assure ne rien savoir. Il est tout à fait possible que ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait à Elodie, qui l'ont massacré un soir de janvier 2002, d'abord ils ne s'en sont pas forcément vantés dans leur famille, et il est possible qu'ils aient gardé ça pour eux. Aujourd'hui, les investigations se poursuivent, notamment pour déterminer le nombre des agresseurs. Ils n'ont pas fait qu'à deux. Ils n'ont pas fait qu'à deux, ils étaient plus nombreux. Depuis la mise en examen de Willy Bardot, le témoignage d'une femme refait surface. Elle dit avoir été agressée 2 mois après le meurtre d'Elodie, dans des circonstances similaires. On a affaire à des traqueurs, des chasseurs, des personnes impulsives, bestiales, qui font parler d'elles et qui attendent quand même un délai de 2 mois, le temps de s'assurer que l'enquête ne remonte pas vers eux. Et dans ces cas-là, on pourrait dire, les pulsions inverses, et puis un soir, ils se retrouvent ensemble, encore un peu, etc. Une victime potentielle passe à ce moment-là, et ça recommence. Dans notre première émission, nous avions évoqué plusieurs témoignages de femmes déclarant avoir été poursuivies par des hommes en voiture, des individus tout à fait à leur faveur. Depuis la mise en examen de Willy Bardot, un témoignage ressort et suscite de nombreuses interrogations. Oui, une restauratrice du coin déclare 2 choses. Elle dit d'une part avoir vu le soir des faits 2 véhicules s'éloigner de la voiture accidentée d'Élodie Cubic. Elle déclare d'autre part que 2 mois après, elle-même a été poursuivie par un véhicule. Alors cette femme apporte même des détails troublants. Elle raconte avoir été prise en chasse par ce véhicule et être sortie légèrement de la route. Un homme serait alors venu ouvrir sa portière en lui criant « c'est ton tour, salope ». Elle aurait ensuite réussi à échapper à son agresseur en lui donnant un coup de poing. Elle serait repartie, aurait été de nouveau prise en chasse avant de se réfugier à un péage d'accès de l'autoroute A1. Bien sûr, il ne faut rien négliger dans une affaire comme celle-là. Tous les témoignages sont à prendre en compte. On les scrute, on les examine à la loupe. Mais je crois que celui-là, il faut prendre un peu de recul. Dans ce genre d'affaires, dans ce genre de crime assez médiatisé, il y a toujours, ça fait naître des angoisses, des peurs. Mais alors, si ce qu'elle dit est vrai, si c'est avéré, alors là, on atteint des sommets dans l'échelle de Richter de la terreur. Ça veut dire que les auteurs du viol et du crime d'Élodie étaient prêts à repasser à l'acte 2 mois après, alors qu'ils savaient que toute la région était quadrillée la nuit par les gendarmes qui faisaient des rondes, des patrouilles, des barrages routiers. Une des questions que l'on se posait déjà lors de notre première émission était de savoir s'il existait un lien entre Élodie et ses agresseurs. À l'époque, nous pensions qu'Élodie ne connaissait pas ses agresseurs. Et ça semble être effectivement le cas. Pensez-vous tout de même qu'Élodie ait pu être repérée, ciblée par ses agresseurs avant de prendre la route? Certains disent avoir vu Viard et Bardot déjeuner dans le restaurant où Élodie a dîné elle-même le soir des faits. Mais ça ne prouve rien, absolument rien. Je crois qu'Élodie a été la victime d'un malheureux hasard, ce qui a rendu cette enquête d'autant plus longue et compliquée. Élodie n'avait aucune chance d'échapper à ses agresseurs. Quand vous êtes face à une véritable meute d'individus en recherche de chair fraîche, je dirais. C'est pas grand chose à faire. Moi, ce sont des bêtes sauvages et en même temps qui arrivent à reprendre forme humaine pour mener une vie tout à fait normale. Jackie Fully a aujourd'hui bon espoir que le meurtre de sa fille soit bientôt élucidé. Ce qui me fait, c'est ça, c'est d'arriver au bout. C'est une promesse que je lui ai faite. Et je veux pas que ce crime reste. J'ai promis ça à ma fille, à mon épouse, qui sont toutes les deux disparues. Mais je sais que je tiendrai ma promesse. Il y avait écrit il y a longtemps que les cris d'Élodie, c'est vrai que l'assassin, pour qu'il soit arrêté. J'espère que je ne me suis pas trompé. J'ai hâte que ça soit terminé pour eux. Parce que je rappelle quand même qu'ils ont quand même bénéficié de 11 ans de liberté, 11 ans de bonheur, 11 ans de Noël à fêter en famille, 11 ans de vie de famille. Et que moi, depuis 11 ans, j'ai plus rien. J'ai pas grand chose. Pas grand chose. Maître Robiquet, bonsoir. Vous êtes l'avocat vous battez avec le début de cette affaire. Je tenais à conclure cette émission
échange avec vous pour que vous nous expliquiez quelles seront les prochaines étapes judiciaires dans ce dossier, notamment Mais elle a été condamnée, elle a principal. été faite. Est-ce que Mais vous pensez que les mises en examen c'est trop, elle date trop. déboucher sur une ordonnance de non. Oh. Ça pue les chaussettes, hein. Dernière nouvelle. C'est 18 ans après. Ouais, c'est maintenant. C'est là. Attends, il y avait aussi. En fait, l'enquête, elle vient de se finir là maintenant. Il y a même pas un mois. Il y a 3 semaines. Oui, c'était ça. Non, mais c'est pas le combat. C'est lui. On est bien fin. C'est ça, je crois. Si tu commences au début, tu avances. Stop. Ouais, il y a une raison qui parle comme ça. Eh ben, il s'appelle Willy Baron. Et ils ont dit, bah, c'est la voix de Mais Willy elle Baron. raconte toute seule. Nous le rencontrons chez lui mi-mai. Willy Bardon n'a qu'une obsession. Terminer les travaux dans sa maison pour faciliter la vie de sa compagne. J'ai vu ça il y a quelques temps et je voudrais le modifier un tout petit peu pour être tranquille. Car l'ancien plombier le sait, dans quelques semaines à l'issue de son procès en appel, des il ne visages. reviendra peut-être plus ici avant un long moment. Salut à tous, vous l'avez compris, on va parler de l'affaire Élodie. Salut, tu sais, Fury Jumper. Et plus précisément du procès en appel de Willy Bardon, qui a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Non, ils étaient 3, ils ont dit. Ah ouais, ils ont parti de... Il avait pris 30 ans de prison pour le viol et l'enlèvement d'Élodie Pulic, mais Mais il elle a pas n'avait pas été raconté ce qui s'est reconnu passé. coupable dans le meurtre de cette fille, ce qui avait directement soulevé C'est le meilleur pote une de vague l'autre de qu'ils ont trouvé. questionnements de la part de tous les habitués de ce genre d'affaires. Puis à savoir sur Évidemment, l'enregistrement qui pour, ressemble. uniquement si je peux dire ainsi un viol, c'est très très rare, surtout que Mais ils n'ont pas de preuve ADN sur lui, c'est ça. dans ce genre d'affaires était vierge. On avait tous compris très rapidement que les jurés n'avaient pas pu le condamner pour meurtre, alors qu'il n'avait pas de preuves tangibles que c'était lui qui avait donné le coup fatal à Élodie Pulic le soir du 10 janvier 2002. Ils avaient donc voulu sans doute se protéger d'une erreur judiciaire. Si vous êtes habitué des documentaires criminels, Il est connu partout. Dès que vous allez quelque part pour vous présenter, aujourd'hui on va vous dire on se connaît. Et moi je ne veux pas leur mentir, je ne veux pas dire maintenant pourquoi je suis obligé de leur dire qui je suis. D'un seul coup, le visage des gens il change complètement. Et ça fait mal? Énormément. Énormément parce que vous dites qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Son quotidien bascule il y a maintenant 9 ans lorsqu'il est soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement, au viol et au meurtre d'Élodie Pulic en 2002. La nuit du 10 au 11 janvier, la voiture de la jeune directrice d'agence bancaire de 24 ans, probablement contrainte par un autre véhicule, fait une sortie de route. Son corps, partiellement calciné, est retrouvé 6 km plus loin sur ce terrain désaffecté. Mais pour faire un bon scénario, il ne faut pas qu'une histoire centrale, il faut aussi des à côté, tout autour, qui viennent se greffer sur cette histoire centrale. Et c'est là
que toute l'histoire d'Élodie Pulit va prendre toute son aura et va devenir une des affaires les plus célèbres, malheureusement, de l'histoire criminelle française des années 2000. Car dans l'affaire Élodie Pulit, il y a le papa qu'on aime, aimer, tellement il respire la bonté, la gentillesse, la compassion, tellement il paraît attachant quand on le voit derrière un écran, car depuis l'affaire qui a emmené sa fille au paradis, il n'a eu cesse de participer à pas mal de reportages pour toujours mettre l'affaire Élodie Pulit en avant. Car il faut savoir que si le procès aujourd'hui de Willy Bardon a lieu, pendant de longues années, ce crime est resté non élucidé. Et on verra un petit peu les circonstances, un petit peu plus tard dans la vidéo, les circonstances pour lesquelles et comment on l'a retrouvé. Identifié. L'ADN a donc parlé. Mais avant sa mort, la jeune femme a passé un appel aux pompiers. Sur l'enregistrement de 26 secondes, très détérioré, au moins 2 voix masculines sont distinguées. Convaincu qu'il n'a pas agi seul, les gendarmes s'intéressent alors à l'entourage du défunt. 7 hommes, tous fréquentant ce club de 4x4, sont interrogés les uns après les autres. Parmi eux, Willy Bardon. C'était un copain. Je veux dire, avant qu'il vienne dans le secteur de 4x4, je ne le connaissais pas. Il sent rapidement les soupçons peser sur lui. Quand vous revenez le soir au garage et qu'on vous dit j'ai été interrogé, les questions c'est que sur lui. Posez des questions, qu'est-ce qui se passe? À cette époque, son comportement envers les femmes interroge. Alors, choix lourd, oui, pourquoi pas. Je peux danser et puis me coller, et danser là-bas. Mais si ça se passe mal et pas chanter, je n'ai jamais été agressé une femme. En 2013, Willy Bardon est mis en examen et placé en détention, puis remis en liberté surveillée 15 mois plus tard. Son procès s'ouvre le 20 novembre 2019 à Amiens. Vous ne croyez pas que c'est votre cousin? J'ai jamais compris dans le procès, c'est la première fois de ma vie que je suis rentré dans ça. Face à lui, un homme, Jackie Kulik. Depuis le drame, le père d'Élodie a consacré sa vie à la recherche de la vérité.